Sophie se réveilla en sursaut, le cœur battant, alors que la police frappait à sa porte au milieu de la nuit. Camille, sa compagne depuis 2 ans, avait disparu avec plus de 2 millions d'euros de son compte bancaire, laissant derrière elle une note froide, c'était nécessaire. Ce qui semblait être une trahison pure transforma la vie de Sophie en un chaos absolu, la forçant à affronter non seulement la perte financière, mais aussi les murmures accusateurs de sa famille conservatrice qui n'avait jamais accepté son orientation sexuelle. À Paris, dans le quartier chic du Marais, Sophie avait toujours été une femme d'affaires impitoyable. À 35 ans, elle dirigeait une entreprise de technologie florissante, spécialisée dans les logiciels de cybersécurité. Sa réussite professionnelle contrastait avec sa vie personnelle tumultueuse. Issue d'une famille bourgeoise de Provence, elle avait lutté contre les attentes traditionnelles, mariage hétérosexuel, enfants, et un rôle discret de femme au foyer. Mais Sophie avait choisi autrement. Elle assumait pleinement son identité lesbienne, même si cela signifiait des dîners familiaux tendus et des regards désapprobateurs. C'est lors d'une exposition d'art contemporain à la Galerie Lafayette que Sophie rencontra Camille. À 30 ans, Camille était une artiste peintre émergente, avec des toiles vibrantes qui capturaient l'essence de la vie urbaine parisienne. Ses yeux verts pétillants et son sourire énigmatique avaient immédiatement captivé Sophie. Elles avaient discuté pendant des heures, partageant des verres de vin rouge et des rires complices. Camille parlait de ses rêves, de son enfance difficile dans une banlieue ouvrière, et de comment l'art l'avait sauvée de la précarité. Sophie, touchée par cette vulnérabilité, se sentit revivre. Pour la première fois depuis des années, elle n'était pas seulement la PDG implacable, elle était une femme amoureuse. Leur relation s'emballa rapidement. Des promenades le long de la Seine au week-end à la campagne. Tout semblait parfait. Camille emménagea chez Sophie dans son appartement haussmannien avec vue sur la Tour Eiffel. Elle partageait des projets, Sophie finançait l'atelier de Camille, l'aidant à organiser des expositions. Mais des fissures apparurent subtilement. Camille évitait les questions sur son passé, changeant de sujet avec une habileté déconcertante. Sophie, aveuglée par l'amour, ignorait ces signaux. Elle confia même à Camille l'accès à certains de ses comptes, arguant que la confiance était la base de leur couple. La famille de Sophie, apprenant la relation, réagit avec hostilité. Sa mère, une catholique pratiquante, l'appela un soir, « Sophie, cette femme n'est pas pour toi. Pense à ton héritage, à notre nom. » Son père, un retraité conservateur, alla plus loin, c'est contre nature. Et maintenant, tu lui donnes de l'argent ? Tu vas te ruiner pour une lubie. Sophie défendit Camille avec ferveur, coupant les ponts temporairement. Mais intérieurement, ces mots semaient le doute. Était-ce vraiment de l'amour ? Ou une illusion qu'elle s'imposait pour défier les normes sociales ? Les amis de Sophie, un cercle d'entrepreneurs libéraux, étaient plus tolérants, mais même eux exprimaient des réserves. Elle semble trop parfaite, murmura une amie lors d'un dîner. Sophie balaya ces avertissements, se convainquant que c'était de la jalousie. Pourtant, les dépenses de Camille augmentaient, voyages extravagants, matériaux d'art coûteux. Sophie justifiait tout, voyant en cela un investissement dans leur bonheur commun. Puis vint la nuit fatidique. Sophie rentra d'un voyage d'affaires à Lyon pour trouver l'appartement vide.
Les tableaux de Camille avaient disparu, ainsi que des bijoux de famille. Pire. Un virement massif avait été effectué vers un compte offshore. La police confirma, Camille n'était pas son vrai nom. Elle s'appelait en réalité Claire Dupont, avec un casier pour escroquerie mineure. Sophie s'effondra, le monde s'écroulant autour d'elle. Comment avait-elle pu être si naïve? La presse People s'empara de l'affaire, titrant La millionnaire dupée par son amour lesbien. Les réseaux sociaux bruissaient de commentaires homophobes, c'est ce qui arrive quand on défie la nature. Dans les jours suivants, Sophie affronta l'humiliation publique. Ses employés murmuraient dans les couloirs, et les investisseurs hésitaient. Sa famille revint à la charge, on t'avait prévenu. Mais au milieu de la douleur, une rage naquit. Sophie décida de traquer Camille, engageant un détective privé. Ce n'était pas seulement pour l'argent, c'était pour comprendre pourquoi. Avait-elle jamais aimé? Ou tout n'était qu'un calcul froid? Le détective, un homme discret nommé Pierre, fouilla le passé de Camille. Il découvrit qu'elle avait grandi dans une famille dysfonctionnelle à Marseille, avec un père absent et une mère alcoolique. L'art n'était pas une passion, c'était une façade pour approcher les riches mécènes. Camille avait déjà escroqué 2 autres femmes, toutes 2 lesbiennes issues de milieux aisés. C'est un pattern, expliqua Pierre à Sophie lors d'une rencontre dans un café discret. Elle cible les vulnérabilités émotionnelles. Sophie absorba l'information comme un coup de poignard. Elle se rappelait les nuits où Camille lui murmurait des promesses d'avenir, des voyages en Italie, des expositions conjointes. Tout cela était-il faux? Intérieurement, Sophie luttait contre la culpabilité. Avait-elle ignoré les signes parce qu'elle voulait désespérément une relation qui valide son identité? La société française, malgré ses avancées, portait encore des stigmates contre les couples homosexuels. Les mariages gays étaient légaux, mais les préjugés persistaient, surtout dans les cercles conservateurs. Elle confronta sa famille lors d'un déjeuner tendu à Avignon. Vous m'avez poussé à me cacher, accusa-t-elle sa mère. Si vous aviez accepté qui je suis, peut-être que je n'aurais pas été si désespérée d'aimer la première venue. Sa mère pleura, on voulait te protéger. Le monde est cruel pour les gens comme toi. Ce mot, comme toi, résonna comme une insulte. Sophie partit furieuse. Réalisant que la trahison de Camille n'était pas isolée, elle était amplifiée par les pressions familiales. Au travail, Sophie redoubla d'efforts pour sauver son entreprise. Les rumeurs d'instabilité financière circulaient, et un concurrent tenta une OPA hostile. Elle passa des nuits blanches à négocier, se jurant de ne plus laisser l'amour interférer avec ses affaires. Mais la solitude la rongeait. Elle rejoignit un groupe de soutien pour femmes lesbiennes victimes d'abus. À Paris. Là, elle rencontra d'autres histoires similaires, des relations brisées par la tromperie, aggravées par le regard sociétal. On nous voit comme des anomalies, confia une femme. Ça nous rend vulnérables. Pierre localisa Camille à Nice, vivant sous un nouveau nom avec une autre femme. Sophie décida de la confronter. Elle prit le TGV, le cœur rempli d'une mixture de colère et de nostalgie. À l'hôtel où Camille résidait, elle frappa à la porte. Camille ouvrit, blêmissant. Sophie. Comment, balbutia-t-elle. Sophie entra de force, exigeant des explications. Pourquoi moi? Était-ce seulement pour l'argent? Camille s'effondra en larmes.
Au début, oui. Mais j'ai vraiment tombé amoureuse. C'était compliqué. Elle raconta son enfance. Les dettes accumulées. La pression de survivre. J'ai paniqué. J'ai pris l'argent pour rembourser des prêts usuraires. Sophie écouta. Déchirée. Une partie d'elle voulait pardonner. Voir en cela une victime du système social inégal. Mais l'autre partie hurlait à la trahison. Tu as détruit ma confiance, dit-elle. Et pourquoi? Pour tes erreurs? La confrontation tourna au vinaigre quand la nouvelle compagne de Camille rentra. Une dispute éclata, révélant que Camille avait menti à elle aussi. Sophie partit, laissant Camille en pleurs. De retour à Paris, elle porta plainte officiellement. Mais le doute persistait. Était-ce de la justice? Ou de la vengeance? Sa famille applaudit la décision. Mais Sophie se sentait vide. Elle avait sacrifié son cœur pour une illusion. Et maintenant, elle payait le prix en isolation. Les mois suivants furent un tourbillon de procédures judiciaires. Camille fut arrêtée. Et le procès attira l'attention médiatique. Sophie témoigna, exposant sa vulnérabilité au monde. Les journalistes la dépeignirent comme une victime courageuse. Mais les trolls en ligne l'accusaient d'être naïve. Une lesbienne riche qui se fait d'avoir classique, lisait-on sur les forums. Ces commentaires ravivèrent ses conflits intérieurs. Valait-il mieux se cacher? Ou affronter les jugements? Le procès de Camille devint un cirque médiatique. À la cour de Paris, Sophie affronta son ex-compagne pour la première fois depuis Nice. Camille, menottée, paraissait diminuer. Ses yeux verts ternis par la fatigue. L'avocat de la défense plaida la clémence. Ma cliente est une victime de son environnement. Pauvreté. Abandon, elle n'avait pas le choix. Sophie, sur le banc des témoins, réfuta, le choix. On l'a toujours. Elle a choisi de me briser. Pendant les pauses, Sophie repensait aux moments heureux. Un pique-nique au jardin du Luxembourg, où Camille avait peint son portrait. Tu es mon muse, avait-elle dit. Était-ce sincère? Ou un calcul pour gagner sa confiance? Ces questions hantaient Sophie, amplifiant son tourment psychologique. Elle consulta une thérapeute, qui diagnostiqua un trauma relationnel aggravé par les discriminations sociétales. Votre identité lesbienne vous rend doublement vulnérable, expliqua-t-elle. La société vous pousse à prouver votre valeur à travers les relations. La famille de Sophie, présente au procès, montra un soutien mitigé. Son frère, plus ouvert, la serra dans ses bras. On est avec toi. Mais sa mère murmura, peut-être que c'est un signe pour changer. Ces mots ravivèrent la colère de Sophie. Elle confronta sa mère après une audience. Changer? Pour devenir qui? Une femme hétéro malheureuse comme toi? La dispute escalada, menant à une rupture temporaire. Sophie réalisa que la trahison de Camille n'était qu'un catalyseur, les vrais conflits venaient de l'intérieur de sa famille. Au milieu du chaos, Sophie rencontra Émilie, une avocate lesbienne défendant des causes LGBTQ+. Âgée de 32 ans, Émilie était franche et déterminée, avec des cheveux courts et un regard perçant. Elles se croisèrent lors d'une manifestation pour les droits des femmes à la Bastille. Émilie offrit son aide pro bono pour le procès. J'ai vu trop d'histoires comme la tienne, dit-elle. Sophie, hésitante, accepta. Leur collaboration devint une amitié,
puis une attirance subtile. Mais Sophie se méfiait, je ne peux plus faire confiance. Camille, lors de son témoignage, révéla un secret, elle avait un enfant. Une fille de 5 ans. Cachée pour la protéger. L'argent était pour elle, sanglota-t-elle. J'étais désespérée. Cette révélation choqua Sophie. Était-ce vrai? Ou une manipulation? Le détective confirma, oui. Une petite fille vivait avec la grand-mère de Camille à Marseille. Sophie fut déchirée. D'un côté, la compassion pour l'enfant, de l'autre, la rage contre la tromperie. Elle envisagea de retirer sa plainte. Mais Émilie la dissuada, c'est une question de justice. Pas de pitié. La société réagit diversement. Des associations lesbiennes la soutinrent, organisant des collectes pour ses frais légaux. Mais des groupes conservateurs utilisèrent l'affaire pour propager des stéréotypes, les relations homosexuelles sont instables. Sophie parla lors d'une conférence. Défendant son identité, l'amour n'a pas de genre. C'est la trahison qui blesse. Pas l'orientation. Ces mots inspirèrent, mais attirèrent des menaces en ligne. Le verdict tomba, Camille fut condamnée à 5 ans de prison, avec restitution partielle. Sophie quitta le tribunal vide, se demandant si la victoire valait la peine. Elle avait gagné financièrement, mais perdu une partie d'elle-même. Émilie l'invita à dîner, tu mérites mieux. Sophie accepta, mais avec réserve. Était-ce le début d'une guérison? Ou un nouveau risque? Les années passèrent, et Sophie reconstruisit sa vie. Son entreprise prospéra, lançant un nouveau logiciel anti-escroquerie inspiré de son expérience. Elle devint une figure publique pour les droits LGBTQ+, parlant dans des forums à travers la France. Mais intérieurement, les cicatrices persistaient. Les nuits d'insomnie, où elle revivait la trahison, la hantaient. Émilie devint sa compagne. Une relation stable basée sur la transparence. À 38 ans, Sophie proposa le mariage lors d'un voyage à Bordeaux. Émilie accepta. Et elles se marièrent dans une cérémonie intime, défiant les regards familiaux. La famille de Sophie évolua lentement. Sa mère, après des thérapies familiales, admit ses erreurs, j'avais peur pour toi. Elles se réconcilièrent partiellement, mais les tensions subsistaient. Sophie apprit à pardonner, réalisant que les préjugés étaient ancrés dans la peur, pas la haine. Camille purgea sa peine et disparut. Sophie n'entendit plus parler d'elle, jusqu'à un jour, 3 ans plus tard. Une lettre arriva, je suis désolée. J'ai changé. Jointe. Une photo de la fille de Camille. Maintenant 8 ans. Souriante. Sophie lut la lettre. Déchirée. Camille expliquait son retour à Marseille. Son travail honnête comme enseignante d'art. Ton argent a sauvé ma fille. Mais j'ai payé cher. Sophie débattit intérieurement, répondre ou ignorer. Émilie conseilla la prudence, c'est peut-être un piège. Mais Sophie sentait une compassion naissante. Elle visita Marseille incognito, observant Camille de loin. Elle la vit avec sa fille, vivant modestement. Pas de luxe, juste une vie simple. Cela réveilla des souvenirs doux, mélangés à la douleur. De retour à Paris, Sophie affronta un nouveau conflit.
Un investisseur conservateur refusa un partenariat à cause de son mariage, votre mode de vie ne cadre pas avec nos valeurs. Sophie le confronta publiquement, perdant le contrat mais gagnant du respect. Cela renforça sa détermination, elle ne se cacherait plus. Pourtant, la tentation de contacter Camille grandissait. Était-ce pour clore le chapitre? Ou rouvrir les blessures? Elle en parla à sa thérapeute, je veux comprendre pourquoi elle m'a choisi. La réponse, peut-être que c'était réel. En partie. Sophie décida d'envoyer une réponse neutre, offrant de l'aide pour l'enfant sans contact direct. Le twist survint 5 ans après le procès, lors d'une exposition d'art à Paris. Sophie, maintenant 40 ans, y assistait avec Émilie. Parmi les toiles, elle reconnut le style de Camille. Approchant, elle vit Camille elle-même, présentant ses œuvres. Leurs regards se croisèrent, et le temps s'arrêta. Camille avait changé, plus mature, avec des rides de fatigue, mais un éclat authentique. Elles parlèrent en privé. Camille avoua, l'argent n'était pas seulement pour ma fille. J'étais impliquée dans un réseau d'escrocs, forcée par des dettes. Mais avec toi, c'était différent. J'ai essayé de m'enfuir, mais ils m'ont rattrapée. Elle révéla des preuves, des emails menaçants, des photos. Le vrai cerveau était un ex-partenaire abusif qui l'avait manipulé. Camille avait pris l'argent pour payer, puis fui pour protéger Sophie. Sophie fut stupéfiée. Était-ce vrai? Elle engagea Pierre à nouveau, qui confirma, un réseau criminel démantelé récemment, avec Camille comme témoin clé sous protection. La trahison n'était pas personnelle, c'était une survie forcée. Sophie se sentit trahie doublement, par Camille et par ses propres jugements hâtifs. La révélation choqua tout le monde. La presse reprit l'affaire, le revirement inattendu dans l'escroquerie lesbienne. La famille de Sophie s'excusa pour leurs préjugés. Émilie, jalouse au début, soutint Sophie, c'est à closure. Sophie aida Camille légalement, remboursant partiellement via une fondation pour victimes d'abus. Elles ne redevinrent pas amantes, mais amies distantes. Camille prospéra comme artiste, sa fille épanouie. Pourtant, Sophie se questionna, avait-elle raison de poursuivre Camille en justice, aggravant ses souffrances? Ou était-ce nécessaire pour sa propre guérison? La société avait jugé hâtivement, amplifiant les stigmates. Au final, l'amour et la trahison se mêlaient dans un gris moral. Était-il juste de condamner quelqu'un sans connaître toute la vérité? Ou la confiance trahie mérite-t-elle toujours punition?